prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui s'en consomme comme un jus de fruits. Je suis ravi, plus que ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, le 6e numéro de Jus de Ciné. À nouveau, je suis accompagné de Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est un honneur et un plaisir encore une fois de te recevoir. Merci. Merci de revenir à nouveau. J'avais peur que l'émission précédente te dégoûte un peu. Non, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Donc, plutôt sympa, super. Heureuse d'être là à nouveau. Très bien, merci d'être là. Vous connaissez le principe, je ne vais pas le répéter, donc on passe tout de suite au sommaire. Donc on parlera d'actu évidemment, d'actu du mois de septembre, les sorties de 2020 avec Enragé, Emma, Tenet, oui Tenet, Les Nouveaux Mutants, Police, Dans un jardin qu'on dirait éternel, Petit Pays ou encore Andine, sacré programme. Des films avant 2020 également, avec notamment The Raid 2, Docteur Folamour, Quai des Orfèvres, Bernie ou encore Garde à vue. Et on terminera encore une fois par Ainsi parlait Marie. Et cette fois-ci, ce n'était pas une quête blanchette, je lui ai imposé un thème à Marie. On verra tout à l'heure. Gros défi, effectivement. Défi. On est parti donc pour les actus. Alors avant toute chose, on va pas parler d'actu cinéma dans un premier temps, on va parler d'actu de l'émission. Puisque à partir de maintenant, l'émission devient bimensuelle, c'est-à-dire qu'elle sortira donc toutes les 2 semaines. Donc il y en aura 2 fois par mois. Alors, il est possible que sur les émissions de mi-mois, disons, je sois tout seul. Possiblement, peut-être pas à toutes, mais... Sauf si j'ai des choses intéressantes. Voilà, c'est ça. Il va y avoir un peu ça. L'idée, en faisant ça, c'est déjà d'être plus proche de l'actualité quand je parle de sorties récentes, ou encore sur les actus aussi cinéma. Parce que parfois, notamment là, dans les sorties de 2020, les premiers films que je vais aborder, c'est des films qui, je crois, ne sont plus en salle. Donc c'est un peu dommage de vous raccorder des films qui ne sont plus en salle. Donc il y a aussi un peu cette idée d'être plus proche de l'actualité. Et surtout, ça va réduire le temps des émissions parce que je trouve qu'une heure, qui est le temps de la précédente émission, qui sera certainement aussi le temps de celle-ci, c'est trop long. Donc il faut aussi un petit peu réduire un peu autant faire plus d'émissions, mais qu'elles soient plus courtes, pour que ce soit un peu plus confortable aussi à voir ou écouter. Donc voilà. Donc tu seras là pour les émissions mensuelles, comme maintenant, normalement, si tout va bien. Donc là, je te donnerai toujours un Ainsi parlait Marie, enfin un thème ou autre chose. Après, on avait aussi discuté de 2-3 choses, notamment sur le fait qu'on pourrait s'imposer des films à chacun, etc. Bon, ça sera creusé. Mais voilà, sur les émissions de mi-mois, donc qui sortiront aux alentours du 15-20 de chaque mois. Donc voilà. Donc le prochain numéro de Jus de Ciné sera donc mi-octobre, si tout va bien. Et donc voilà, comme ça, l'idée, c'est d'être plus dans l'actualité. Voilà. On passe maintenant aux véritables actus cinéma. Et on va commencer avec les Oscars. Les Oscars qui ont annoncé, donc c'était début septembre à peu près, qu'à partir de 2024, l'Académie souhaitait encourager une représentation équitable sur et derrière l'écran afin de mieux refléter la diversité du public. En gros, les films devront donc désormais répondre à certains critères précis dans le but d'avoir une représentation plus inclusive dans la catégorie meilleur film, donc à compter de l'édition 2025 des Oscars, soit la 96e cérémonie. Pour résumer, en gros, maintenant, pour que ton film soit nommé au Oscar du meilleur film, il faut que tu aies des critères. Des critères sur la diversité, des critères... Ceux qui me posent aucune question, parce qu'à la limite, est-ce que ce n'est pas la qualité du film qui prime d'abord, mais apparemment non. Bon, il semblerait que ce soit l'époque, un mot là-dessus. Après c'était officieusement plus ou moins le cas, quand tu vois certains nommés. Je dis pas que tous les nommés des Oscars sont mauvais, il y a quand même des très bons films dedans évidemment, mais parfois tu as des films qui sont nommés, tu te dis, parce que c'est pas plus pour ce qu'ils représentent que vraiment avoir la qualité du film intrinsèquement. Désolé, mais on parlait de Black Panther la dernière fois, il y avait un peu aussi de cette idée-là. Voilà, je dis pas que c'est un mauvais film, mais bon, je pense qu'il y avait largement mieux, mais peut-être qu'aussi c'était dans le côté de ce qu'il représentait. Ou encore par exemple la victoire de Moonlight face à La La Land pour l'Oscar du meilleur film la même année. Non, tu dis ça juste parce que t'es en colère pour La La Land. Non, sans être ça. Et Moonlight, je l'ai vu, c'est un bon film. Mais je trouve que La La Land avait ce côté un peu plus fédérateur et surtout, il représentait plus Hollywood et c'était presque plus logique que le film gagne l'Oscar du meilleur film. Mais finalement, c'était Moonlight. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans cette théorie du complot, mais... Juste petite précision, peut-être La La Land est peut-être plus Hollywood. Ben justement, ça peut... Mais par contre, Hollywood est peut-être pas assez représentatif de la société en général. Oui, je suis d'accord. En termes ne serait-ce que de diversité, c'est quand même Hollywood est blanc,
Oui, très blanc. Il y a le Oscar So White, oui, tout à fait. Voilà. Donc, Non, mais je suis d'accord. Après, c'est peut-être pas un mal. Faut voir après ce que ça donne. c'est pas un mal, mais j'ai quand même peur que ça empiète sur la qualité du film en proprement parler. Mais bon, on verra sur les prochaines cérémonies. De toute façon, comme je disais, en vrai, c'était plus ou moins officieux déjà. Là, maintenant, ça devient officiel, donc bon, bah voilà. Après, on verra bien. Autre actu, comment ne pas en parler, le trailer de Dune de Denis Villeneuve est sorti. C'était, je sais plus quand c'était exactement, mais c'était vers le 10 du septembre, un truc comme ça, il me semblait. Donc le très attendu Dune de Denis Villeneuve, qui est toujours prévu à l'heure actuelle pour le 23 décembre, mais à mon avis, avec notamment le report récent, encore une fois, du prochain James Bond à avril 2021, j'ai quand même peur que le film soit repoussé également. Mais bon, on a eu un premier trailer. Donc avec notamment Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, donc le rôle principal. Un casting quand même plutôt intéressant. On a Rebecca Ferguson, on a Zendaya, on a Oscar Isaac, Jason Momoa, pardon. D'autres, je n'ai plus tout le monde en tête. Alors ce qui est assez intéressant avec Dune, c'est que moi de mon côté, par exemple, je connais très peu. Je suis en train de lire le bouquin. C'est très long parce que je lis très peu. Voilà, c'est un défaut de moi, un défaut que j'ai, et voilà. Mais j'apprends à connaître l'univers, je suis plutôt dedans. Et toi, Marie, tu es une grande fan de Dune. Oui, que j'ai lu au moins 5-6 fois. Tu as lu tous les bouquins, il me semble. J'ai lu tous les bouquins. Voilà, donc, et il y en a beaucoup, et ça fait des gros pavés. Ça. Alors après, bon, les tout derniers n'ont pas été faits précisément par Frank Herbert, mais le fils, oui. Voilà, c'est ça, donc le fils de Frank Herbert. Puis je suis fan aussi du film de David Lynch. Donc, je ne l'ai pas encore vu, que je regarderai après avoir lu le bouquin. Et avant l'adaptation de Villeneuve. Pardon. Et c'est vrai que c'est un univers qui est tellement... C'est riche. Qui est immensément riche. Il y a tellement de personnages, tellement de... L'histoire est tellement importante. C'est vraiment une grosse œuvre à laquelle s'attaque Villeneuve. Ça. Lynch s'en était pas trop mal sorti. Le film de Lynch, quand même, c'est un cas un peu particulier parce que je crois savoir qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Non. Le film est un peu bâtard sur les bords. Et bien que, sûr. D'ailleurs, je crois que c'est le seul film que Lynch renie totalement de sa filmographie. Et au-delà de ça, c'est un film qui divise plus ou moins, qui a été bien reçu dans l'ensemble, mais pas trop non plus. On reproche notamment le film aujourd'hui d'être un peu daté. Oui. Sur certains aspects. C'est évident. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de qualité, j'en doute pas. J'ai pas encore vu le film, mais j'en doute pas une seconde. Parce que Lynch n'est pas Jean Claude. Et au-delà de ça, il y avait une musique de Toto. Oui. Qui joue un groupe que j'aime beaucoup, et je pense qu'il y a moyen que la musique soit très sympathique. Bref. Pour revenir sur le trailer en lui-même donc de celui de Villeneuve, donc déjà on est quasi sûr que le film, donc ce sera un diptyque, hein. Vraiment il y aura 2 films. Alors encore une fois, je ne sais pas si les 2 films traiteront du premier bouquin ou si ça fera premier et deuxième bouquin. Je pencherais plus pour 2 films sur le premier bouquin, ce qui me semble plutôt intéressant parce que vu déjà le gros pavé qu'est le premier bouquin, je pense qu'il y a de quoi faire 2 films de 2 heures largement. Et pour revenir sur le trailer en lui-même, donc déjà on a eu parfois ça dépend les gens, mais il y avait de bonnes mauvaises surprises. Donc il y avait une espèce de version un peu pop de Eclipse de Pink Floyd qu'on peut entendre dans la bande-annonce, qui a pas mal dérouté. C'est vrai qu'elle est un petit peu en contradiction avec un accident, en contradiction avec ce que montrait le trailer, qui était plus dans une disons que chanson pop un peu là-dedans, c'était un peu bizarre. Après on peut y voir un clin d'œil parce que pour rappel, il y a un documentaire que je n'ai pas encore vu, mais j'ai très envie de voir, qui s'appelle Jodorowsky's Dune, qui existe, qui relate en fait donc pendant plus d'1 heure un projet de film Dune, donc l'adaptation de Dune qui devait être réalisée donc par Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, je crois que c'est son nom, grand metteur en scène, et justement Pink Floyd devait faire la musique du film, donc je pense que c'était plus un clin d'œil par rapport à ça. Après, personnellement, je suis encore fan de Pink Floyd encore une fois, j'aurais préféré qu'ils mettent la vraie chanson, mais bon, après c'est un débat. Mais voilà. Le trailer, je sais pas toi, moi m'a pas... Oui, tu vois, on a pensé le trailer. Tu travailles pas? Quand les trailers sortis, je t'ai dit, tiens, on va le regarder ensemble. Donc apparemment, ça t'a pas du tout marqué. Bon, déjà, c'est intéressant. Mais je reconnais que le trailer
je le trouve bien, il y a de très belles images parce que c'est si, Villeneuve. si, j'avais dit que, contrairement au film de Lynch, Paul Atreides n'avait pas de charisme. Enfin, l'acteur qui joue Paul Atreides n'avait pas de charisme, contrairement à, bien sûr, je vais être incapable de prononcer son nom, MacLachlan, qui est l'acteur fétiche de David Lynch. Donc, Après, moi je dis, on verra dans le film. Oui. Mais c'est vrai que le trailer est presque classique, je dirais envie de dire. C'est un peu classique blockbuster américain. Et en même temps, je me rappelle que celui de Blade Runner 2049 était un peu dans la même veine. Au final, c'était un film qui était bien plus contemplatif que ce que les bandes annonces pouvaient montrer. Donc j'ai confiance. Je pense que c'est une bande annonce qui se voulait un peu grand public pour attirer les gens. C'est ça. Je pense que le film en lui-même sera beaucoup moins dans cet aspect-là. J'espère, et j'ose le croire, et je pense que ce sera bien plus pertinent d'avoir un truc un peu comme ça, plus contemplatif, à la manière de Blade Runner 2049, et de 2009 nous a montré qu'il savait très bien faire ça. Donc, à voir. Donc, on verra soit en décembre, soit plus tard, suivant ce qui se passe après avec le contexte. Donc, pour ce Dune. Le mois de septembre a également été marqué, je dirais, par plusieurs décès de personnalités plus ou moins liées au cinéma. Donc là, j'ai fait une petite liste, parce qu'il y en a quand même eu pas mal. C'est quand même assez terrible. On a déjà eu Annie Cordy, 4 septembre, qui n'était pas forcément... Enfin, qui au début de sa carrière a fait pas mal de films. Alors, c'est vrai que c'était pas des films très marquants, parce qu'au départ c'était plutôt des comédies. Par contre, c'est vrai qu'après, sur la fin, elle a quand même fait des films un peu plus sociaux, un peu plus dramatiques. Voilà, donc elle avait quand même une carrière au cinéma. Mais c'est quand même... Elle fait partie du patrimoine français. Voilà, c'était une grande dame de télévision, surtout. Oui. Le 10 septembre, Diana Rigg nous a quittés. Donc elle qui était Jess Bond Girl au service de Sa Majesté, également jouée dans Game of Thrones. Plus récemment, Lady Onella Tyrell. Voilà, Roger Carrel, le 11 septembre, donc le lendemain. Et Diana Rigg, c'est quand même Emma Peel. Chapeau melon et bottes de cuir. C'est ça, effectivement. Pardon. Faut pas l'oublier quand même. On a eu Roger Carrel, donc le lendemain, le 11 septembre, qui était la voix française notamment de C3PO dans tous les films Star Wars de Astérix. Donc c'était un grand monsieur du doublage. Il avait également fait d'autres trucs, là je les ai pas en tête. Là. C'était notamment C3PO et Astérix, mais il avait fait Benny Hill aussi. La voix française de Benny Hill, c'était lui. D'ailleurs, il y a une vidéo qui avait un peu circulé sur Twitter suite à son décès, où justement Benny Hill, l'acteur qui joue Benny Hill, et Roger Carrel se sont rencontrés. Et c'était un échange vraiment très drôle parce que Benny en plus parlait français, donc il y avait vraiment, c'était très c'était une bonne vidéo. Je sais pas si vous pouvez la retrouver, mais bon, c'était une chouette vidéo. On a également Michael Chapman qui est décédé le 20 septembre. Alors ça vous parle peut-être pas ce nom, mais pourtant il était directeur de la photographie sur notamment Taxi Driver et Raging Bull. Juste ça. Il a également travaillé en tant qu'opérateur caméra sur Le Parrain ou Les Dents de la Mer. Paye ton CV quand même. Le 21 septembre, nous avons perdu Ron Cobb, qui était lui designer de la DeLorean de Retour vers le futur, ou encore du Nostromo de Alien. Pas dégueu, il a également travaillé sur Star Wars, sur Abyss, sur Total Recall, Indiana Jones. Pareil, paye ton CV. Le 23 septembre, plus récemment, nous avons perdu Juliette Gréco, qui elle, pour le coup, était une grande actrice. Pas forcément que actrice, mais en tout cas, elle a quand même tourné pour Jean Cocteau, Jean-Pierre Melville, Jean Renoir, pour Otto Preminger. Encore une fois, paye ton CV. Et qui est resté célèbre pour son rôle de Belphégor. Dans Le fantôme de l'opéra. Voilà. Enfin, c'était une mini-série donc, qui passait à la télévision, mais en tout cas, elle est restée célèbre pour son rôle. Évidemment, je n'avais pas cette référence quand même. Donc voilà, ne serait-ce que ça fait quand même déjà beaucoup de noms. Mais bon, c'est comme ça, personne n'était rien, comme on dit. Et dernière actu avant de passer aux sorties de 2020, j'avais juste envie de glisser 2 mots là-dessus. Donc pour parler du Roi Lion, le Roi Lion 2, donc qui serait un prequel live action, qui fait suite au film qui est sorti là, c'était l'année dernière déjà, je ne me rappelle déjà plus. Donc avec quand je dis live action, comme le précédent quoi, donc avec pas en animation, enfin si en animation, c'est compliqué à dire, mais du moins avec des images photoréalistes entre grosses guillemets. Et donc ce film-là, qui donc est prévu, va être réalisé par Barry Jenkins, metteur en scène de Moonlight, on en parlait tout à l'heure, ou encore de If Beale Street pouvait parler, enfin si Beale Street pouvait parler, pardon, j'ai fait un franglais. Et là je suis en mode, mais pourquoi Barry, tu t'es embarqué dans cette histoire? Vraiment, je comprends pas. J'ai un truc qui m'échappe, c'est un camoulox complet pour moi. Pourquoi Barry Jenkins s'embarquerait là-dedans?
L'argent peut-être, je sais pas. Après, je suis pas du genre à critiquer avant de connaître. Peut-être se diversifier aussi. Ouais, mais là je vois pas, parce qu'en plus, je veux dire, je vois pas comment il peut exprimer sa personnalité là-dedans, je vois pas ce qui l'intéresse dans l'histoire du Roi Lion. Lui qui fait plutôt un cinéma politique, avec des personnages noirs qui sont forts, etc. Je vois vraiment pas le délire. À voir, mais vraiment, ça m'a vraiment interloqué. Mais bon, on verra bien. Voilà pour les actus. On passe à la suite avec les sorties de 2020. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup été au cinéma. Septembre. Ce mois-ci, pardon. Les sorties septembre de 2020. Non, les sorties de 2020 que j'ai vues en septembre. Voilà, pardon. C'est plutôt ça, voilà. Parce qu'il y a quelques films qui sont sortis... parce que sinon, autrement, il y en avait beaucoup trop. Oui, ça c'est sûr. Bref, on est parti. On va commencer avec Enragé, réalisé par Derek Bort, qui raconte l'histoire donc d'une mère de famille qui s'appelle Rachel, qui est donc divorcée, qui a des problèmes d'argent, voilà, en gros elle est un peu paumée dans sa vie, etc. Bon, déjà ça fait déjà 3 clichés en à peine un début de pitch. Et donc elle doit emmener son fils à l'école, elle est en retard, donc elle est en voiture, machin, donc elle est un peu pressée, disons, et elle va tomber sur quelqu'un, donc en voiture, qui en gros ne veut pas avancer. Voilà, donc le feu est vert, elle se dit mais qu'est-ce qu'il fout, machin, donc elle le double, sauf que le gars en question, qui est joué par Russell Crowe, c'est un psychopathe. Voilà, on peut dire ça, c'est un psychopathe, et donc l'intro du film nous montre assez bien. Et disons qu'il va décider par rapport à ça de faire passer une très mauvaise journée à Rachel, où en gros il va totalement la persécuter, la poursuivre. Et voilà, donc ça se présente un peu sous un espèce de thriller d'action, entre guillemets, donc ce Enragé. Alors avant toute chose, donc je suis seul à l'avoir vu, on soit d'accord. Alors déjà, quand tu dis seul, c'est... Moi je l'ai pas vu, parce que t'étais pas seul dans la salle. J'étais pas seul, on était 2. Oui. Donc quasiment seul. Déjà avant toute chose, je devais voir le film en version originale sous-titrée. Sauf que mon cinéma a décidé de le mettre en VF, alors que c'était marqué version originale. Bon, et là au début du film j'étais en mode ok super, ça commence bien, bon, ça a pu me rendre aigri pour la suite, peut-être. Je dis ça parce que je n'ai pas aimé Enragé. Je crois que c'est la première fois depuis le début de l'émission en format audio que je vais dire du mal d'un film entre guillemets. Je vais pas épiloguer. J'ai pas aimé, je trouve ça classique, cliché, je trouve qu'il n'y a aucune personnalité dans la mise en scène, la photographie est dégueulasse. Les personnages sont des clichés ambulants et extrêmement stéréotypés. Les acteurs font le taf. Après, je peux pas juger à 100% parce que je l'ai vu en version française. Mais bon, voilà, Russell Crowe, par exemple, fait le taf. Il est plutôt crédible, même un peu psychopathe. En plus, il est un peu mastoc, un peu balourd, machin. Donc, il a ce côté un peu menaçant. Même si on peut quand même se demander légitimement si vraiment c'est crédible, cette histoire de mec psychopathe qui s'emballe juste pour ça, en fait. Après, il y a aussi tout un propos sur l'incivilité au volant. Oui, et aux États-Unis, surtout aux États-Unis. Voilà. Il ne faut pas grand-chose pour qu'un mec descende de bagnole et sorte le pistolet. Voilà, donc, mais le film présente ce concept-là, parce que tout le générique de début montre des images d'archives avec ça, des articles de presse, etc. Pourquoi pas? Mais pour moi, ça légitime pas le truc, honnêtement. En plus, vraiment, la narration est extrêmement classique, les retournements de situation sont très classiques, les scènes d'action sont molles, et parfois en même temps elle veut trop en faire et du coup ça perd toute crédibilité. C'est parfois extrêmement niais et résine, notamment la fin du film, vraiment que je trouve niaise au possible. Et alors là, puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le générique de fin. Donc, souvent il y a des chansons dans le générique de fin, et donc là c'est une version pop dégueulasse de Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult, qui est une chanson merveilleuse, et là qui est dégueulasse, une version dégueulasse. Et j'étais en mode mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc là ça a vraiment été la goutte d'eau. Donc non, je n'ai pas aimé Enragé. Je pense que le film n'est plus en salle actuellement, donc de toute façon je ne vous l'aurais pas recommandé. Après si vous voulez le voir, bon, libre à vous. Mais non, vraiment j'ai trouvé ça pas mauvais, mais vraiment quelconque. J'ai à peine été emballé par le truc. Ça se regarde, je dis pas non plus que ça se regarde pas. Il y a pire, mais honnêtement je trouve ça vraiment beaucoup trop quelconque classique, alors que le sujet, ça aurait pu être un truc d'action à l'ancienne un peu sympa, et honnêtement je trouve que ça réussit pas du tout. Donc voilà, Enragé est un nom pour moi. Pour résumer, tu es enragé. On passe à la suite avec... Il va faire des blagues constamment, c'est ça? Il est temps qu'il parle. On passe à Emma, E-M-A, réalisé par Pablo Larraín, qui lui raconte l'histoire
de... Est-ce que le personnage s'appelle Emma? Ça alors, le personnage s'appelle Emma, c'est fou. Qui est une jeune danseuse qui est mariée à un chorégraphe de renom et qui est tentée par les conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Pour dire plus simplement, en gros, elle et son mari chorégraphe ont adopté un enfant difficile, très difficile, ils ont eu beaucoup de difficultés et donc elle a un petit peu... disons qu'elle se remet en question. Là. Elle remet en question sa vie et elle va aussi organiser un plan un peu machiavélique pour essayer de se reconstruire, etc. Bon. C'est un film espagnol, dans un premier temps. C'est un film particulier. Déjà, je le dis tout de suite, j'ai aimé le film. Voilà, on est d'accord. Je le trouve pas parfait, il a des défauts, mais c'est un film qui est vraiment bon. Déjà, techniquement et esthétiquement, c'est époustouflant. Il y a vraiment de très 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 belles images. Il y a un vrai charme qui se dégage de l'ensemble du film. Il y a vraiment une esthétique. Mais déjà, vu qu'on parle d'une danseuse, il y a beaucoup de chorégraphie. Il y a aussi, par exemple, dans le film, on voit un spectacle qui est en train de se monter. Et donc voilà, il y a beaucoup de jeux de lumière, il y a beaucoup... tout ça, la caméra arrive parfaitement à le capter, tout ça, et c'est vraiment très très beau. Ce qui m'embête un petit peu dans le film, si je peux mettre quelques bémols, c'est déjà que je trouve que la narration, qui parfois mélange un peu les temporalités, on est un peu perdu, c'est un peu alambiqué de temps en temps, et les personnages sont pas forcément attachants, notamment dans la deuxième moitié du long métrage, où justement le personnage principal, donc Emma, va un peu nous perdre, c'est-à-dire qu'on sait pas trop ce qu'elle fait, on a l'impression qu'elle se perd, en même temps en fait elle a un plan très précis en tête, et en ça que la fin est plutôt bien foutue de ce côté-là. Mais voilà, c'est un film étrange qui va un peu vous décontenancer, qui va un peu vous bousculer de temps en temps, mais il est indéniablement captivant. L'actrice principale, mine de rien, a quelque chose, capte quelque chose qui est vraiment intéressant. Ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, disons que dans le film, son personnage est un peu une croqueuse d'homme, disons. C'est-à-dire qu'elle drague beaucoup de mecs et elle arrive plus ou moins à les pécho à chaque fois. C'est pas injustifié parce que l'actrice principale est jolie, mais disons que c'est pas une beauté, je dirais, évidente. C'est-à-dire que je ne saurais pas comment l'expliquer. Bref, il faut voir le film à la limite pour comprendre. Mais du coup, il y a un vrai charme qui se dégage de tout ça qui fonctionne très très bien pour moi. Voilà, ça n'empêche pas quelques défauts, peut-être quelques petites longueurs, et aussi le bémol que j'aurais, c'est que le film, donc étant espagnol et disons étant très moderne, il y a beaucoup de musique espagnole, donc latino, à savoir de reggaeton, ce qu'on appelle de reggaeton, donc qui nous a un peu envahi depuis 2-3 ans, notamment avec Despacito, ce genre de truc. Je déteste le reggaeton, donc ça n'a pas été facile sur certaines scènes. Après, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est qu'à un moment, le personnage, le chorégraphe d'un moment, mais ce son de reggaeton, c'est de la merde. Moi, je te demande, mais oui. Bon, sauf que le personnage, j'étais pas d'accord. Bref. Mais voilà, donc voilà, quelques moments qui m'ont un peu décontenancé, où j'étais un peu moins dans le film, mais globalement, j'ai accroché, j'étais dedans. Et bon, plus en salle, je pense, à l'heure actuelle, mais je vous le recommande. Ah, le prochain film. Tu vas pouvoir m'accompagner, chère Marie. Nous allons parler de Tenet. Tenet. Le nouveau Christopher Nolan dont on a beaucoup parlé, évidemment, depuis la sortie du film. Tenet qui raconte l'histoire, très simplement, d'un protagoniste, oui. Il n'a pas de nom, qui doit sauver le monde avec un principe de inversion du temps. C'est ça. Je ne vais pas aller plus loin. En plus, je pense que vous l'avez déjà tous vu, le film a dépassé les 2 millions d'entrées récemment, ce qui est fou, vu le contexte. C'est vraiment, on peut, pour le coup, contrairement à Disney, on peut remercier Warner d'avoir eu les coronesses de sortir le film en salle, en France, enfin en tout cas, je crois que c'est en Europe, avant de sortir aux États-Unis. Voilà, comme ça on a pu, parce que le film était encore décalé aux États-Unis, donc on a pu avoir le film assez relativement tôt par rapport à ce qui était prévu avec tous les reports. Donc bravo à Warner, et en plus ça a plutôt bien payé parce que le film a été un beau succès. Bon après voilà, ils sont quand même pris un gros risque, c'était quand même Christopher Nolan, qui n'est pas Joe Clodo. Donc voilà. Je l'ai vu donc avec Marie. Oui. Je vais te laisser commencer. Marie, qu'as-tu pensé de Tenet ? Alors, Tenet, j'ai adoré. Personnellement, moi j'ai été scotchée par Tenet. J'ai regardé un petit peu certaines critiques pour voir pourquoi moi j'avais été captée, pourquoi j'avais été sensibilisée et pourquoi certains, c'était un petit peu... Parce qu'il fait assez... alors polémique, c'est peut-être pas le mot, mais il divise. Oui. Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il est trop complexe pour un sujet aussi simple, oui. Ou trop simple et traité de façon trop complexe.
Il y a un peu de ça, effectivement. Oui. Donc, mais franchement, moi j'ai été prise tout de suite dans le film, donc pas perdue, parce que c'est vrai que c'est un peu le risque ça au début, c'est que si tu restes pas assez concentré, si t'es pas prise d'entrée, c'est un peu complexe quand même, faut bien reconnaître ce qui est, parce que en fait, on a l'impression que c'est un voyage dans le temps, et en fait c'est pas tout à fait ça, c'est plus un renversement temporel. Ah oui, non, c'est absolument pas un temps. Donc c'est vrai que pour le coup, par contre, moi j'ai été séduite par toutes les cascades, les bagarres, les batailles, et puis en plus avec une musique magnifique. Donc, et puis alors, voilà, j'ai découvert, parce que c'était la première fois que je le voyais au cinéma, le fils de Denzel Washington, excusez du peu, donc John David. Et franchement, je connaissais pas, mais il mérite franchement d'être connu, parce que bon, c'est un acteur qui, à mon avis, fera parler de lui. Et puis, Robert Pattinson. Faut insister sur le Pattinson. Hein. J'étais restée sur Twilight. Comme beaucoup de gens. Voilà. Pourtant. Donc, et franchement, pareil dans ce film, il est franchement génial. Voilà, à peine reconnaissable, parce que moi j'avoue qu'au début j'ai eu un doute presque, je me disais non mais ça pouvait pas être lui. Bah, forcément Peter Light il est un peu vieilli. Mais voilà, mais sinon très très bien. Kenneth Branagh en officier russe avec un accent à couper au couteau et vraiment bien aussi. Voilà, donc non, moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Par contre je pense que Tenet c'est un film qu'il faut voir au moins 2 fois. C'est parce que c'est ce qu'il disait, c'est la première fois pour le concept et l'histoire, et puis les autres fois ou la fois d'après pour démêler toutes les subtilités, capter les indices et saisir les petits détails importants. Parce qu'en fait il y a plein de petits trucs, il y a plein d'indices qui après tu te dis ah mais oui au fait c'est vrai, il y avait ça. Donc moi en tout cas, si vous l'avez pas vu, allez-y, parce que franchement, moi j'ai adoré. Oui, allez-y, de toute façon, allez le voir. Hein. Je pense, là, pour le coup, je pense qu'il va commencer à connaître. Je vais être un peu moins dithyrambique, évidemment. Je suis un peu le rocher, hein, je suis pisse-froid. Non, j'ai aimé Tenet, qu'on soit d'accord, j'ai aimé Tenet. Effectivement, le concept, si on le prend au pied de la lettre, est assez génial. C'est-à-dire qu'en plus, visuellement, ça permet des trucs qui sont vraiment très intéressants, qu'on pouvait déjà voir dans le trailer. Bah justement, on avait des espèces de... C'est comme si la scène était rembobinée presque, et effectivement, il y a un... marche arrière. Voilà, c'est ça. Et ça permet de très belles images. On est d'accord là-dessus. Les acteurs sont très bons, on a regardé là-dessus aussi. Et pour le coup, je tiens à dire, parce que je le dis pas assez souvent, et quand même ça existe encore, la VF, ce qu'on appelle en VF, est très bonne. Voilà, parfois il faut le dire. Je suis pro BO, mais quand la VF est bonne, il faut le dire aussi, donc la VF est très bonne. Donc si vous avez peur, si vous n'avez que des VF, et vous êtes pro BO, allez-y en VF. Franchement, la VF est excellente. Ne vous privez pas de ça, de le voir en salle pour ça. Les scènes de bagarre. Disons que les petites scènes d'action, j'ai envie de dire, avec le concept, sont absolument géniales. Il y a vraiment des scènes, je pense notamment à une bagarre qu'on voit dans les deux sens, littéralement dans les deux sens, qui est juste géniale. Ça par contre, c'est le genre de scène où t'es en mode putain, ça c'est génial. L'idée est géniale, c'est extrêmement bien exécuté. Voilà, ce genre de scène c'est génial. Les grosses scènes d'action, je pense notamment au prologue et à la bataille finale, pour moi il y a un souci. C'est brouillon. On ne comprend rien de ce qui se passe. C'est même pas tant le fait que ce soit complexe, c'est surtout que c'est trop brouillon. Il se passe trop de choses à l'écran, c'est absolument imbitable ce qu'on voit. Et moi ça m'a posé souci parce que du coup, j'étais pas du tout immergé dans le truc. Et vu que c'est la première scène du film, et effectivement vu qu'après ça va fond la caisse, mais vraiment ça va très vite, on a presque pas le temps de souffler. Parce qu'après le concept expliqué en à peine 20 minutes, si t'es déjà largué, c'est mort, tu comprendras rien après. Et honnêtement, j'ai pas tout compris, qu'on soit bien d'accord. J'ai compris le concept. J'ai pas compris comment ça marchait à fond. C'est un truc qui m'ont interloqué. Mais honnêtement, c'est parce que je me suis dit, si je me complique trop la vie, je vais passer à côté du film. Donc au bout de 20 minutes, je me suis dit, je me pose pas de questions, je regarde le film, j'y réfléchirai plus tard. Mais voilà, et je comprends que du coup, il y ait cette volonté par certains de voir le film une deuxième fois. Parce qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a besoin d'un deuxième visionnage.
pour tout comprendre et pour vraiment essayer de voir les subtilités. Après, il faut aussi avoir envie d'un deuxième visionnage, ce qui n'est pas forcément mon cas. C'est vrai que j'ai passé un bon moment, et les scènes que je trouve dingues, il y a d'autres scènes que je trouve vraiment trop brouillonnes et qui moi me posent souci. Voilà. Ça n'empêche pas que les acteurs sont excellents, ça n'empêche pas que les personnages, malgré le fait que finalement c'est les personnages de Nolan, donc en gros ils n'ont pas beaucoup de personnalité, ils sont de là que pour servir le scénario, ça n'empêche pas que la relation entre le personnage de Washington et Pattinson fonctionne, notamment à la fin, j'en dirai pas plus. La musique, tu parlais de la musique, qui est effectivement cool, mais je trouve quand même qu'il y a des moments où surtout au cinéma, c'est trop massif, on en prend plein les oreilles, trop les oreilles je trouve, et je trouve que parfois ça appuie un effet que je trouve pas justifié dans la scène. Bon, voilà, après ça c'est mon avis. Mais voilà, Tenet reste très agréable à regarder, les 2h30 passent en un éclair, ça par contre on peut pas nier le film qui est extrêmement efficace et que ça passe très 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 vite. Et voilà, tout simplement, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est pas le meilleur Nolan pour moi, loin de là. Limite, j'aurais presque envie de dire que un autre metteur en scène pour ce film-là, pour ce concept-là, ça n'aura pas été intéressant. Et surtout un autre scénariste, parce que je pense très honnêtement que Nolan est un très bon metteur en scène, mais en termes de scénariste, quand il est tout seul, du moins, il y a un souci. Il n'arrive pas à créer des personnages, il n'arrive pas à écrire une narration où il ne cherche pas toujours à se compliquer la vie et à nous perdre en même temps. Il peut y avoir un côté un peu prétentieux là-dedans, ce que d'ailleurs a été beaucoup reproché aussi au film, même au mec en règle générale. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Toi, apparemment, ça t'a pas perturbé. Ah non, plus que ça. Moi je suis inconditionnel de Nolan, donc... Moi, je ne dis pas que je l'aime pas, mais au contraire, il y a pas mal de ces films que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de The Dark Knight. Ah oui, là, Dark Knight, je m'en suis toujours pas remise encore. Exactement. Il y a quoi d'autre? J'aime beaucoup Inception. Enfin voilà, bref. Après, voilà, oui. C'est un truc un peu bateau de dire ça, mais bon, bref. Et justement, quand j'ai regardé certaines critiques, là, donc pour pouvoir... j'allais dire piocher quelques petites idées ou tout au moins voir un peu si ça correspondait à ce que je pensais. Il y en a beaucoup qui ont un petit peu fait le parallèle donc avec Tenet, entre Matrix, Inception, parce qu'il y avait à la fois ce côté aussi un peu où on se perd un peu dans l'histoire. Et donc Matrix au début c'est un peu ça parce qu'on comprend pas trop cette histoire de matrice, de machin, enfin bon bref, donc c'est un peu... Matrix c'est plus compréhensible. Oui, mais parce que Matrix aussi, t'en as vu 2, 3. Donc il y a aussi des explications qui arrivent dans les... Mais même le premier film, voilà. Pourrait suffire à lui-même. Inception, c'est un peu la même chose. Au début, quand tu le vois la première fois aussi, tu fais oui, tu comprends pas tout non plus. Donc voilà. Et il y en a beaucoup qui disent que les films de Nolan sont faussement complexes et qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué. C'est un peu vrai, parce qu'en vrai, si vraiment tu écoutes les dialogues attentivement, effectivement, tout est expliqué de façon même un peu mécanique, parfois, ce que aussi pas me reproche à Nolan, c'est qu'il explique trop, souvent. Après, c'est un débat encore une fois, mais bon, bref, bon. Pour les 2-3 pecnos qui n'auraient pas encore vu Tenet, faut y aller. Oui, quand même, c'est un film à voir en salle, évidemment. Si vraiment vous êtes perdu, c'est pas grave. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Appréciez le spectacle et vous réfléchirez après. Limite, j'avais pas envie de dire ça parce que sinon vous allez vous gâcher le film si vous voulez essayer de tout comprendre et ce serait vraiment dommage. Alors, j'ai relevé juste un dernier petit truc sur Tenet et puis après on arrête parce que j'ai relevé qu'apparemment il serait sorti ou ressorti, ou enfin en tout cas certaines salles le proposaient en IMAX. Oui, l'IMAX qui est un format... IMAX, un grand format de cinéma, c'est dans les grandes salles parisiennes notamment qu'on peut trouver ça. Mais ça fait déjà quelques films de Nolan qui peuvent être proposés en IMAX. C'est un format qu'il apprécie beaucoup. Nolan, je crois qu'il expérimente depuis Interstellar, je crois. D'accord. C'est pas... Non, oui, effectivement. Donc c'est plus grand, plus impressionnant. Il y a une meilleure définition, etc. D'accord. Enfin, c'est pour l'ampleur, voilà. C'est vraiment... Donc, pour le coup, ça doit être encore plus impressionnant. C'est possible. On va un peu accélérer, je vais un peu accélérer sur les prochains films parce que ça fait déjà longtemps qu'on tourne. On est parti avec le prochain film qui est Les Nouveaux Mutants, réalisé par Josh Boone, prototype du film maudit, Les Nouveaux Mutants. Parce qu'à la base, il devait sortir, je crois, en 2018. Je crois même que sur la chaîne, j'en avais parlé dans le bilan cinéma 2017. Dans les attentes de 2018, je disais, tiens, il y a Les Nouveaux Mutants qui sort. Donc il y a un film d'horreur X-Men et j'étais en mode ouais, c'est pas super intéressant et tout. Après le metteur en scène, j'étais un peu perplexe, je me disais c'est le mec qui a réalisé Nos étoiles contraires, je me disais bon ok pourquoi pas.
Donc voilà, 2018, le film est repoussé à 2019, après le film est repoussé à 2020, et puis après il y a le Covid qui arrive, le film maudit par excellence, qui a été tourné, ouais, je crois en 2017, enfin ça faisait 2 ans que le film était prêt, et entre donc les reports, entre le rachat de la Fox par Disney, parce que c'est un film Fox à la base, et après avec le Covid, bah, du coup, voilà, le film a mis bien longtemps à sortir, mais enfin il est là. Et donc apparemment le metteur en scène nous a affirmé qu'il n'y avait pas eu de reshoot, que c'était exactement le film qu'il voulait faire, que c'était la vision qu'il voulait. Bon, on lui laisse le bénéfice du doute. En tout cas c'est vrai que Disney l'a un peu balancé en mode bon bah, on se débarrasse de ce truc qui traîne depuis 2 ans. Et bon bah hélas le film a apparemment été en train de bien flopper. Avant tout, qu'est-ce que ça vaut les Nouveaux Mutants? Il faut savoir que quand un film a des problèmes de production, je suis souvent très conciliant. Et je vais l'être avec les Nouveaux Mutants. Alors déjà dans un premier temps il faut savoir que j'ai vu le film en version française, ce qui encore une fois n'était pas prévu. Deuxième fois que mon cinéma me fait une petite blague, où là littéralement, c'est-à-dire que sur le site c'était marqué version originale, et genre je crois que 2 heures avant la séance ils ont changé pour le mettre en VF. Et je l'ai appris après, donc du coup je l'ai vu devant la salle, j'ai vu VF, je me suis dit merde, mais bon c'était trop tard, en plus j'étais pas tout seul pour le coup, donc bon bah ok. Et la VF est mauvaise, là pour le coup la VF est mauvaise. Donc c'est pour ça aussi je laisse un peu le bénéfice du doute là-dessus, parce que je me dis que parfois certains dialogues peuvent apparaître un peu plus niais en VF, mais bon. Bon, qu'est-ce que vaut le film? C'est très honnête, c'est pas un grand film, bien évidemment, c'est pas un grand film, et alors pour le coup, je dirais que pour une fois c'était les producteurs qui avaient raison par rapport au metteur en scène, parce que effectivement, apparemment, c'est bien le film du metteur en scène, Josh Boone, qui lui voulait un film un peu plus adolescent, avec un peu des thématiques d'adolescents, avec un petit peu des... et finalement moins porté sur l'horreur, parce que finalement, qu'on se dise tout de suite, hein, le film ne fait pas peur, mais pas du tout. Il y a vraiment très peu de choses qui font peur. C'est de l'horreur gentillette. Et les producteurs voulaient, eux, pour le coup, un film un peu plus vénère, etc. Et c'est là que tu te dis, putain, pour le coup, les producteurs avaient raison. Bon, après, c'était la Fox qui voulait ça, donc évidemment, avec le rachat, bah non, ça s'est pas fait du coup. Mais pour le coup, ça aurait été vraiment intéressant. C'est dommage. Mais voilà, les effets spéciaux sont très corrects, il y a de vraies bonnes idées, le casting est convaincant, on peut notamment retrouver Maisie Williams de Game of Thrones ou encore Anya Taylor-Joy qu'on a pu voir dans Split notamment, elles sont toutes les deux très bien, on peut aussi retrouver Charlie Heaton qu'on a pu voir notamment dans Stranger Things. Ça n'empêche pas que la mise en scène est pour le coup très peu inspirée, que les scènes horrifiques sont donc plutôt ratées, que les personnages sont assez inégaux, il y en a certains qui sont intéressants, d'autres moins intéressants. Et le film a un côté un peu fauché quand même de temps en temps, mais voilà, ça se regarde bien, le film passe vite, et c'est très appréciable, c'est vraiment très appréciable, mais voilà, c'est pas un grand film, et c'est vrai que t'es un peu en mode tout ça pour ça, 2 ans d'attente pour ça. Bon. Voilà. Mais après, d'un autre côté, là pour le coup, c'était le dernier véritable film X-Men sous la houlette Fox. Maintenant, ça va Disney. Et je flippe quand même parce que je me dis que ils vont mettre ça avec une sauce un peu Marvel et ça va très vite me gaver. Donc voilà, je suis un peu conciliant, un peu pareil qu'avec Dark Phoenix, aussi le précédent film X-Men, que pareil j'avais trouvé vraiment appréciable. En remettant dans le contexte de ses complications de production et que surtout c'était vraiment la fin d'une époque, la fin de X-Men avec la Fox qui faisait partie des premiers films de super-héros un peu sérieux avec le premier film qui est sorti en 2000, donc c'est comme la fin d'une belle époque je pense, avant que Disney mette ses sales pattes là-dessus. On enchaîne les sorties de 2020 avec Police, film de Anne Fontaine qui raconte l'histoire donc de 3 policiers qui sont chargés de reconduire un étranger, alors pas à la frontière mais à l'aéroport, pour qu'il soit remis dans son pays, cela dit. Lors du voyage, donc il y a deux policiers et une policière. La policière va se rendre compte qu'en fait, il va mourir là-bas. Il va mourir s'il est remis dans son pays, donc elle va essayer de convaincre ses collègues de le laisser partir. Et donc voilà, c'est un quasi huis clos en voiture pendant presque 90 minutes. Casting intéressant tout de même, avec notamment Omar Sy ou Virginie Fira. Et déjà, ce qui est perturbant, c'est que le film met bien une bonne demi-heure à se lancer. C'est-à-dire qu'en fait, au début du film, on va nous présenter les personnages principaux. Donc avec une espèce, alors j'ai pas compris, avec une espèce de le point de vue de. C'est-à-dire qu'on va avoir une scène avec le point de vue de tel, une scène avec le point de vue de tel. Sauf que, bon, parfois c'est intéressant, mais là par contre, je trouve que ça n'apporte absolument rien, parce qu'on revoit exactement la même scène, mais juste avec le contre-champ, quoi. Et vraiment, on n'apprend rien de plus. Et il y a vraiment des scènes qu'on revoit 2 voire 3 fois, et t'es en mode, mais pourquoi tu fais ça en fait? Vraiment, je comprenais pas. Alors que quand tu voyais d'autres scènes qui présentaient les personnages, bah, là c'était déjà plus intéressant. Enfin voilà, bon. Donc il y a une vraie lourdeur déjà qui se dégage un peu de tout ça.
y a des dialogues maladroits, les personnages sont maladroits en tant que tels aussi, etc. Et puis surtout les personnages donc, vivent en même temps une espèce de drame artificiel, et du coup ça, parfois moralement parlant, t'es un peu en mode mais ok, mais pourquoi en fait? C'est-à-dire que moi je pensais qu'on allait suivre un film donc avec 3 policiers, avec donc un étranger qui doit le reconduire à l'aéroport pour qu'il se revienne de son pays. Donc en fait, t'as l'impression que le film nous dit, bah finalement, le problème de l'étranger, on s'en fout un peu, parce que par rapport au... Alors ça serait plutôt l'inverse quand même, eux ils ont des problèmes mineurs, entre guillemets. Bon bref, bon, après c'est peut-être moi qui extrapole le film et qui le... Mais bon, le film a quand même l'impression un peu de faire ça. Ça n'empêche pas qu'une fois qu'on est vraiment dans la partie huis clos, entre guillemets, avec donc ces 3 policiers et donc et l'étranger, là il se passe quelque chose. La mise en scène est vraiment bonne, pour le coup. Il y a une vraie tension qui se développe aussi, parce que voilà, donc, les personnages vont évoluer, il va y avoir une prise de conscience, entre guillemets, et un déclic. Et il se passe vraiment quelque chose pendant le deuxième acte du film, disons, le deuxième tiers. Et vraiment, ce deuxième tiers, pour moi, sauve le film, parce que sinon, si on parle du premier tiers, où vraiment c'est ultra lourd, où l'introduction des personnages est extrêmement maladroite, et la fin du film aussi, où pareil, ça revient justement dans ce côté artificiel, et ce côté drama artificiel, qui moi m'a pas du tout convaincu. Et voilà, puis il y a vraiment des dialogues pompeux, c'est extrêmement maladroit, mais ça reste plutôt regardable et honnête. Mais c'est vrai que honnêtement, c'est lourd, et vraiment il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment beaucoup interloqué dans le film. Après, à voir pour le casting et pour certaines bonnes idées tout de même par rapport à Police. Donc. On enchaîne avec Dans un jardin pour dire éternel, réalisé par Tatsushi Omori, vous avez donc deviné que c'est un film japonais, qui raconte l'histoire donc d'une jeune adulte, disons, qui a fini ses études et qui ne sait pas trop quoi faire, donc qui s'appelle Noriko, et elle va accompagner sa cousine, qui s'appelle Michiko, elle, à un espèce de cours pour la cérémonie du thé. Dans la culture japonaise, c'est un rite, disons. C'est-à-dire que pour ça, le thé, dans les grandes réceptions, etc., il y a tout un rituel, disons, voilà, rituel, c'est le mot cherché. Il y a tout un rituel, et donc ces deux personnages, ces deux cousines, vont donc être introduits à ça, introduites, tout à fait, pardon, avec le personnage, donc le professeur qui s'appelle Madame Takeda, et disons qu'au fil du temps, eh ben, Noriko va vraiment développer un certain intérêt pour tout ça, pour cette cérémonie, et donc voilà, le film va se passer sur plusieurs années, avec donc son évolution par rapport à ça. C'est un film très beau, très poétique. Il y a toute la philosophie un peu nippone, etc., qui se développe dans le film, qui est forcément très intéressante, très éloignée de nous, mais justement il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut apprendre de ça. Il n'empêche que c'est vrai que là le pitch vend un peu un film chiant, et sans aller jusque là, il y a quand même, je trouve, des grosses longueurs dans le film. C'est-à-dire que c'est pas inintéressant, il y a vraiment de belles choses, que ce soit dans le fond ou dans la forme, mais vraiment, parfois il se passe pas grand-chose, le temps passe, t'as l'impression que les personnages n'évoluent pas, c'est-à-dire que vraiment le film, je crois, se passe sur 15 ou 20 ans, et le personnage ne vieillit pas, ça se voit terriblement que c'est la même actrice, il n'y a aucun travail de maquillage, etc. Et pour moi, ça nuit totalement à la cohérence du truc. T'as vraiment pas l'impression, en fait, qu'il s'est passé 3 jours, alors qu'apparemment il s'est passé 5 ans. Enfin, t'as des ellipses qui, je trouve, sont très très mal gérées. C'est dommage. Il n'empêche plutôt qu'il y a de très belles scènes, que les personnages sont attachants. Donc voilà, c'est un film qui est agréable à regarder, qui peut vous faire du bien, mais honnêtement, le film dure seulement 1h40 et pourtant, je trouve que vraiment c'est trop long. Non, la narration est trop saccadée, il y a trop de longueur, c'est dommage. Mais pourquoi pas? Le film vous intéresse? Allez-y. Avant-dernier film de cette sortie de 2020, on va y arriver. Petit Pays, réalisé par Éric Barbier, adaptation du roman de Gaël Faye, du même nom, donc qui se passe le Burundi, c'est ça. Où donc on suit un petit garçon qui s'appelle Gabriel, qui vit avec son père français et une mère rwandaise. Et donc ça se passe dans les années 90, la guerre va éclater, et voilà, en gros c'est... l'accroche du film, enfin l'accroche de l'affiche, c'est l'innocence de l'enfance face à l'horreur de la guerre. Voilà, donc c'est plus ou moins un biopic. Voilà, et donc c'est librement adapté du roman de Gaël Faye qui a raconté peu ou prou la même chose. C'est un très beau film. C'est un très beau film. Efficace. C'est bizarre d'approcher le film, voilà, mais en tout cas, disons que c'est vraiment captivant. Il y a de très belles scènes, il y a des scènes très dures aussi. Vraiment, pour le coup, le film m'a assez surpris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes qui sont très fortes psychologiquement.
c'est la guerre, hein, donc c'est pas chez les bisounours. Et voilà, et donc il y a une vraie évolution des personnages, il y a beaucoup de... Il y a aussi un intérêt historique qui est super intéressant, c'est très très bien documenté. J'ai pas lu le bouquin, je sais pas si c'est aussi fort que le bouquin, je sais pas s'il y a eu des changements par rapport au bouquin, il y en a eu quelques-uns. Le seul truc qui me perturbe, c'est que parfois le film est un peu académique, c'est-à-dire que même dans la mise en scène qui est pas forcément très intéressante, qui propose quelques fulgurances malgré tout, mais voilà, il y a un côté un peu académique, notamment sur la fin, que je trouve un peu décevant, parce que du coup ça se finit presque trop bien, avec tout ce qu'il y a eu avant, ce qui pour le coup, pour moi, perd un peu, enfin le film perd un peu son impact vis-à-vis de ça, mais les personnages d'exploitation, ça joue très très bien, et il y a vraiment de très belles scènes, donc voilà. Pas parfait, mais sacrément réussi tout de même, et c'est un très bon film français de cette année 2020. Et on termine les sorties de 2020 avec Ondine, ou Ondine, comme j'aime bien le dire, parce que c'est un film allemand réalisé par Christian Petzold, qui raconte l'histoire de, devinez qui, Ondine, qui est une historienne qui donne des conférences dans la ville de Berlin. Le film commence où son petit ami la quitte, et disons que le film est basé sur un mythe, le mythe de Ondine, qui dit que si jamais l'amour de ta vie te quitte, tu dois le tuer, avant de retourner sous les eaux. C'est très très nébuleux, mais je ne dirai pas plus parce que c'est littéralement ça le film. Voilà. Bon, bref. Ondine, c'était une nymphe. C'est ça, mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, je vais pas trop en dire, je vais rester là-dessus. C'est un film bien mis en scène. C'est un film avec un excellent casting. On peut notamment y retrouver donc, dans le rôle principal, le rôle de Ondine, Paula Beer, je sais pas exactement comment on prononce, B2R, pardon, que vous avez pu voir dans France de François Ozon, ou plus récemment dans Le Chant du Loup, c'était la copine du personnage de François Civil, pour vous situer. Ce qui est génial, c'est que du coup, bon, le film commence comme un film classique, entre guillemets, et justement, vis-à-vis de l'histoire, va de plus en plus basculer dans le fantastique, par rapport à ce que je viens de vous raconter, parce qu'il y a... C'est vraiment trop premier degré, cette histoire de nymphes, etc. Et c'est super intéressant, il y a vraiment de très très belles scènes. J'ai notamment été marqué par les séquences sous-marines, qui sont à tomber esthétiquement, vraiment c'est magnifique. Donc voilà, il y a de très très belles choses, le film est super captivant. Je dirais juste que la première moitié du film est un poil trop lente, quelques longueurs, mais après une fois que c'est parti, vraiment c'est génial jusqu'à la fin, vraiment la dernière demi-heure est vraiment captivante. Il y a une utilisation d'une musique de Bach pour quasiment tout le film, c'est-à-dire que c'est un thème qui est répété plusieurs fois, qui est un peu redondant. C'est une très belle musique à la base, bien sûr c'est Bach, mais parfois c'est vrai qu'à un moment tu fais bon, c'est un peu lourd quoi. Voilà. Donc ça fait un peu très film d'auteur, un peu chiant, etc. Mais bon, ça reste, je trouve, très anecdotique par rapport à toutes les qualités du film qui sont bien là. Donc je vous le recommande à fond. Là pour le coup, c'est un film sorti assez récemment qui je pense est encore en salle. Si vous avez l'occasion d'y aller, foncez. Ne vous laissez pas avoir par un pitch qui a l'air chiant. Non, franchement, c'est vraiment vraiment très intéressant. Et ça y est, un film est sorti de 2020. Mon Dieu, c'est déjà beaucoup trop long. On enchaîne tout de suite avec les sorties avant 2020, les films d'avant 2020. Encore une fois, je vais parler, hein, désolé Marie, je parle beaucoup. Non, mais... je vais vraiment essayer de faire très vite. Je dis ça à chaque fois, mais je vais vraiment essayer de faire très vite. On va commencer avec The Raid 2, réalisé par Gareth Evans. Je vais aller très vite, je vais même pas raconter l'histoire. The Raid 1 et 2, donc, c'est en gros la version John Wick indonésienne. C'est littéralement ça, c'est-à-dire que c'est des films d'action ultra virtuoses. Vraiment, c'est un pied monumental. Le premier film est un pied monumental, ce deuxième film est un pied monumental. C'est tellement jouissif dans la mise en scène, c'est tellement jouissif dans les chorégraphies. Alors c'est beaucoup plus baston que arme par rapport à John Wick. Et apparemment plus sanguinaire aussi. C'est aussi beaucoup plus, voire sanguinolent. C'est aussi un peu plus violent, il est vrai. Mais c'est un tel kiff. Vraiment, c'est d'une maîtrise. Il y a tellement d'idées de mise en scène. On pourrait croire que c'est un film d'action bête. Non, il y a tellement d'idées de mise en scène. Les personnages sont simples mais attachants. Il y a des scènes d'action de fou furieux. C'est un bonheur. Ça dure 2h30 et pourtant on voit pas le temps passer. C'est vraiment un pur kiff. Voilà, vraiment, je peux pas faire une analyse. C'est vraiment un énorme kiff. Regardez The Raid. Si vous aimez John Wick, regardez The Raid, vous allez kiffer à fond. C'est un bonheur, c'est viscéral, c'est tout le temps lisible, c'est ultra jouissif à regarder. Voilà, The Raid 2, c'est un oui à 1000%. On enchaîne avec Frisson, réalisé par David Cronenberg, qui est ni plus ni moins que le premier film de David Cronenberg. Très simplement, ça raconte l'histoire de parasites, avec un S, qui envahissent un immeuble, qui est un espèce un peu d'hôtel. Et disons que les personnes contaminées vont se transformer
en bête sexuelle. Je peux pas le dire autrement. Disons que ça fait perdre toute... inhibition. Voilà, exactement, c'est le mot parfait, merci beaucoup. Voilà, en gros, tous nos instincts humains sont perdus, on devient des animaux avides de sexe. Mais je peux pas dire mieux, c'est exactement le pitch du film. Et alors, bon, David Cronenberg, pour ceux qui ne connaissent pas, il est metteur en scène de The Thing, de Scanner, de Dead Zone, etc. Bon, La Mouche. De La Mouche, bien sûr. J'ai pas dit? Non. Qu'est-ce que j'ai dit au début? J'ai pas dit La Mouche? Non, t'as parlé de Dead Zone. Enfin bon. J'ai pas dit The Thing, mais The Thing c'est pas du tout lui. Bon, bref. Ouais, La Mouche, évidemment, La Mouche. Cronenberg est un metteur en scène qui est quand même plutôt réputé pour faire des films un peu dégueulasses. Qu'on soit d'accord. Autant Dead Zone, non. Là, oui. Frisson est un film dégueulasse. Qu'on se le dise, c'est un film dégueulasse. Pas forcément dans le même côté, je dis pas que c'est un film gore, je dis juste que c'est un film dégueulasse. Parce que les parasites, c'est des espèces de petites larves vers terre, c'est dégueulasse. Vraiment, et pour le coup, vu le film est vieux, enfin vieux, il est sorti en 75, c'est un film qui est fauché. Vraiment, ça joue pas très bien. Il y a vraiment des scènes dignes d'un nanar. Mais d'un autre côté, c'est très ludique à regarder. Parce que les personnages sont stupides et en même temps, bah, tu te dis, bah, c'est un plaisir de les voir se faire contaminer entre eux. C'est un espèce de film zombie avant l'heure, encore que non, parce que les films de Romero sont déjà sortis à cette époque-là. Mais voilà, il y a un côté. Alors, bon, c'est pas un film de cul, hein, qu'on soit d'accord. Je veux dire, effectivement, ça parle de sexe. On en voit un peu, mais c'est pas le plus important. L'important, c'est que vraiment, il y a déjà des idées mises en scène, il y a déjà toutes les obsessions de Cronenberg, dans le rapport au corps, dans le rapport à la sexualité aussi. C'est une bizarrerie dégueulasse, disons. Et franchement, bah, j'ai vraiment apprécié, même si ça fait très nanar à certains moments. Ça reste les débuts de David Cronenberg, qui est un grand metteur en scène. Et il y a vraiment de très bonnes idées. Je trouve que notamment la scène d'intro est particulièrement brillante, j'en dirai pas plus. Même la scène de fin aussi est géniale. Et il y a vraiment de bonnes idées, il y a même des moments qui sont très très drôles. Tu rigoles du film et pas avec le film. Ça a aussi un peu son côté nanar à certains moments. Et vraiment le film est fauché, mais pourtant les effets spéciaux, notamment les larves, l'espèce de parasites, sont bien faits. Enfin, t'as vraiment pas envie d'avoir ça à côté de toi. Si vous aimez les bizarreries dégueulasses, je vous le recommande, sinon, bah bon. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, c'était vraiment, c'était presque fandard, disons, voilà, ça fait du bien de temps en temps des films comme ça. Docteur Folamour, réalisé par Stanley Kubrick, le grand Stanley Kubrick, bah disons que c'est pendant la guerre froide, et disons qu'il y a un général américain, donc Jack Ripper, qui est convaincu que les Russes ont décidé d'empoisonner l'eau potable des États-Unis, donc il devient un peu fou, et il lance une offensive sur le RSS. Qui, disons, pourrait faire basculer le monde, les deux pays et le monde, dans une guerre sans merci, parce que voilà, littéralement, c'est une offensive qui pourrait totalement déclencher la guerre, et en gros, l'idée, ça va être d'empêcher que ça arrive. Donc Stanley Kubrick fait de la comédie noire, disons, avec ce film, ce qui m'a beaucoup surpris dans un premier temps. Et je dois reconnaître que c'est pas Kubrick que je préfère, hein, je pourrais tout de suite le dire, parce qu'effectivement, Kubrick qui fait de l'humour, ça paraît tellement probable sur le papier avec, quand on connaît sa filmographie. Il n'empêche que c'est évidemment très bien réalisé, que les acteurs sont absolument excellents, qu'il y a des scènes quand même assez drôles, qu'il y a des idées brillantes, que je trouve que la scène finale est brillante, l'introduction du film est brillante. Mais voilà, après tout ce qu'il y a au milieu, c'est un peu inégal, il y a quelques petites longueurs, les effets spéciaux ont un peu vieilli pour le coup par rapport à d'autres films de Kubrick. Donc c'est un Kubrick mineur. Mais c'est à voir parce qu'il y a énormément de films qui sont inspirés de Docteur Folamour. Ça reste Kubrick, et donc si vous voulez voir toute sa filmographie, ça reste très intéressant. Mais c'est vrai que dans ce côté humour, ça marche plus ou moins, c'est à vous de voir. Moi j'ai trouvé ça intéressant, et j'avais dit que je ne devais pas dire intéressant, je l'ai dit, c'est pas très grave. Si vous voulez voir une autre facette de Kubrick, matez-le. On enchaîne avec Quai des Orfèvres, réalisé par Henri-Georges Clouzot. Tu vas pas nous en parler, cher Marie, de Quai des Orfèvres. Finalement, j'ai pas trop envie d'en trop en dire parce que... Alors, moi pour le coup, je l'ai travaillé, bon, puis je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, donc je vais en parler un peu plus. Voilà, donc Quai des Orfèvres, c'est le 3e long métrage de Henri-Georges Clouzot, qui lui aussi, donc le film, est une adaptation d'un livre comme L'Assassin invité au 21, du romancier belge Stanislas André Steeman. Et en plus, c'est un film qui marque, puisque rappelez-vous, 1947, qui marque en fait la fin de la suspension, parce qu'il avait, Henri-Georges Clouzot, donc avait été suspendu au niveau du cinéma français,
Parce que, donc, il avait été produit par une société de production qui s'appelait La Continentale, et qui, en fait, avait plus ou moins des accointances avec l'occupation. D'accord ? Donc, ça situe juste un petit peu le contexte. Le film, en fait, il faudrait le diviser vraiment en 2 parties bien distinctes. Tu as la première partie qui se déroule dans le milieu du musical, où tu fais connaissance donc avec plein de personnages, dont entre autres, bien sûr, Suzy Delair, qui est la compagne de Henri-Georges Clouzot, donc ce qui ne gâte rien. Et avec son fameux petit tralala qui est resté célèbre, donc après, par ailleurs. Enfin, une fille pour comprendre. Bon, enfin, en tout cas, on fait connaissance dans la première partie du monde du musical, et puis, je vais dire un petit peu du portrait des classes populaires parisiennes. D'accord ? Dans la deuxième partie, une fois que le meurtre est commis, là, on commence à comprendre la raison du titre, qui est des orfèvres. Puisque donc là, dans cette seconde partie, on voit apparaître l'inspecteur Antoine, alias Louis Juvet. Et donc là, le film, pour le coup, se passe dans les locaux du 36, qui est des Orfèvres, qui était donc à l'époque l'emplacement donc de la police parisienne. Et là, dans cette deuxième partie, tu as le show Louis Jouvet, qui est vraiment un policier très atypique. Alors déjà, il est le père d'un enfant métis, donc ça paraît un peu père célibataire d'ailleurs, donc enfant métis. Et puis, tu as tout un enchaînement, tu as sa confrontation avec donc Bernard Blier. Et en plus, tu fais connaissance avec un milieu qui est un petit peu, j'allais dire, particulier par rapport à l'époque, puisque donc, on croise quand même un vieux satyre, une photographe lesbienne, une chanteuse arriviste, parce que malgré tout, la Génie, je sais plus comment... Génie Lamour. Donc, elle est quand même très... Voilà, elle est tellement... à fond sur sa carrière qu'elle n'hésite pas un petit peu, parce que bon, pour le coup, le vieux satyre lui propose, moyennant, enfin bon bref, de s'occuper de sa carrière, donc enfin voilà. Et je trouve que c'est un peu comme L'Assassin Habite au 21, c'est un petit film noir, voilà, où il y a tous les ingrédients nécessaires, t'as l'assassin qu'on croit au début on croit que c'est lui puis c'est pas lui, on croit que c'est elle et puis c'est pas elle, enfin bon bref, donc ça fait un peu, c'est tout fait pour mélanger un petit peu les gens, donc et puis il y a Louis Jouvet qui là encore une fois s'amuse énormément au niveau des répliques, des punchlines, encore une fois, parce que ça aussi il aime beaucoup, donc très très beau film. Personnellement, j'aime beaucoup. Et donc, deuxièmement, Georges Clouzot, après donc, L'Assassin Habite au 21, dont on avait parlé dans le numéro précédent. Troisième. Non, mais c'est ton troisième, mais deuxième film que je vois d'être Georges Clouzot. Ah, pardon, oui. Après, donc, L'Assassin Habite au 21, dont on avait parlé dans le numéro précédent. Je vais être un peu pareil que finalement l'autre, enfin que le premier Clouzot, c'est-à-dire que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très bien réalisé, les acteurs étaient bons. Très belle musique, certains dialogues qui étaient vraiment très très drôles. Juste, j'ai pas eu le truc en plus. Disons que voilà, j'ai pas eu le petit déclic en plus. L'enquête se révèle captivante, mais ça n'empêche pas que parfois, bon, ça traîne un peu et que pour le coup, ça s'accélère assez vite sur la fin, un peu trop vite pour le coup. Alors qu'on aurait bien aimé avoir un peu plus un cheminement un peu plus progressif, je dirais. Mais ouais, ça n'empêche pas que c'est un chouette film avec beaucoup de bonnes idées. Et que voilà, ça reste un classique absolu qu'il faut voir. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. C'était quand même, ma foi, bien, mais je suis sûr que Clouzot a fait mieux. Donc j'attends encore mieux, Henri-Georges. Oui, je tutoie, on se connaît bien. Donc voilà. Vous tutoyez tout le monde? Je tutoie tout le monde, ouais, c'est ça. On passe à la suite. Mon Dieu, cette émission est trop longue, avec Bernie, réalisé par Albert Dupontel. Qu'est-ce qu'il y a, un commentaire à faire peut-être? Non, du tout. Voilà. Donc Bernie, réalisé par Albert Dupontel. En gros, ça raconte l'histoire de Bernie, sans déconner, qui est un orphelin qui est jeté à la poubelle à sa naissance. Déjà ça commence bien. Après voilà, faut connaître Dupontel nigérien. Et en gros, il va s'inventer des parents qu'il pense avoir retrouvés.
Et il va, disons qu'il c'est un mec un petit peu psychopathe, enfin, non, paranoïaque, plutôt paranoïaque. Et il va se croire victime d'un immense complot et ça va entraîner un enchaînement de péripéties. Bon. Albert Dupontel, donc acteur, réalisateur, etc., qui est un peu un ovni dans le cinéma français, qu'on se le dise. Voilà, bon, déjà à la base c'est un humoriste qui fait déjà des spectacles un peu atypiques, particuliers. Décalé. Voilà, décalé, c'est quelqu'un de très décalé. Ça se ressent également dans son cinéma. Alors j'avais vu un seul Dupontel avant de voir celui-là, c'était Au revoir là-haut. Et donc voilà, son cinéma est à l'image de ses spectacles d'humour, c'est-à-dire que c'est totalement décalé. Notamment Bernie, qui est un joyeux bordel, mais qui est un bordel contrôlé, ce qui moi m'a beaucoup plu. C'est un film absolument délirant, qui se veut extrêmement trash, non, irrévérencieux je dirais, c'est pas forcément trash, pas gore, mais il y a vraiment des moments presque de cartoon, où vraiment il y a vraiment des fulgurances, il y a des scènes où il n'y a aucune limite, où ça défonce des gens sans aucune retenue, et c'est un pur plaisir à regarder. Il y a tellement d'idées de mise en scène aussi, c'est ça que j'adore chez les Dupontel, c'est qu'il y a beaucoup d'idées de mise en scène. Les personnages sont toujours un peu délirants, et même s'ils sont détestables au premier abord, ils arrivent toujours à créer un truc pour qu'on ait quand même envie de les suivre, ce que je trouve très fort. Les acteurs sont excellents, donc Albert Dupontel notamment, Claude Perron, on peut retrouver aussi Hélène Vincent. J'ai pris mon pied, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est en plus très très drôle, j'ai beaucoup ri, ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant devant un film. C'est ultra efficace, on s'en est aucun moment, le film dure à peine 1h30, donc vraiment ça passe en un éclair. Et donc, je divague, oui non, très vite fait, puisque j'en parlerai plus dans le numéro de octobre 2020, donc pas le prochain mais celui d'après, puisque le 21 octobre sortira Adieu les cons, le nouveau Albert Dupontel, que j'ai déjà vu, que j'ai la chance d'avoir déjà vu en avant-première, en présence d'Albert Dupontel. Bon, donc, il était venu présenter le film avant, donc je l'ai très peu vu, mais bon, moi je l'ai vu, où donc il a parlé un peu du film, de comment il l'a fait, etc. Et je peux déjà vous dire que c'est absolument génial, j'en parlerai plus comme je vous dis, dans 2 numéros, mais c'est absolument génial. C'est plus grand public que Bernie, pour le coup, mais c'est toujours très drôle, il y a beaucoup d'idées de mise en scène, et en plus il y a beaucoup plus d'émotions dans ce film-là, et vraiment, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est pareil, ça passe en un éclair, c'est un pur bonheur, et ça peut clairement être un des films français de la fin d'année, avec Kaamelott évidemment, enfin, j'espère. Voilà, j'en parlerai plus, mais voilà, Dupontel est un metteur en scène à part, et vraiment, si vous pensez que les films français, que la comédie française récente, c'est de la merde, je vise personne, Dupontel fait partie... Je me sens visé pour toi. Ouais, exactement. Dupontel fait partie de ces ovnis, fait partie de ces exceptions, à la filmographie passionnante. J'ai pas encore tout vu, mais vraiment ça m'a donné très envie de regarder ces autres films. Voilà. Avant de parler de Garde à vue, qui sera le dernier film de cette sélection avec Marie, je vais voir comment y arriver. Juste, je vais glisser 3 mots, très vite fait, sur un film qui s'appelle The Green Inferno, qui est réalisé par Eli Roth. En gros, très vite fait, une bande d'écologistes, avec des grosses guillemets, essayent de mener une action dans la forêt amazonienne pour empêcher quelque chose. Ils y arrivent plus ou moins, ils rentrent chez eux, l'avion se crache, ils tombent dans une tribu cannibale. Voilà. Donc en gros, c'est des véganes qui sont bouffés par des cannibales. C'est absolument génial dans l'idée. Bon, alors... Ironie du sort. Ironie du sort. Alors là, pour le coup, c'est un film assez gore. Là, pour le coup, donc là, vraiment, Marie, ça soit à toi que je m'adresse, je te le recommande pas du tout. Parce qu'il y a vraiment des scènes dégueulasses. Notamment un mec qui se fait amputer. Bon, oui, non, c'est bon, bah, je vais pas aller dans les détails. Non. En plus, de toute façon, Eli Roth est un metteur en scène assez connu pour ses films un peu gore, disons. Il a aussi fait Hostel, par exemple, ou des trucs comme ça. Oui. Que apparemment tu connais. C'est pas très bien réalisé, ça joue pas très bien, les personnages sont des clichés ambulants, les effets spéciaux sont un peu dégueulasses, mais c'est... Disons qu'il y a un second degré, enfin voilà, ça se prend pas du tout au sérieux, hein. Vraiment, autant au début tu peux croire que ça se prend au sérieux, mais en fait pas du tout, c'est un petit délire qui se regarde bien, et disons que c'est du gore gentil, parce que vraiment vu que c'est pas les premiers degrés, tu regardes ça avec beaucoup de distance et tu fais bon voilà, c'est juste rigolo, tu te dis c'est des véganes qui se font bouffer des cannibales. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Enfin, l'idée, c'est vraiment extrêmement tordant. Voilà. Il y a des bonnes idées. Parfois, le film est un peu plus convenu. La fin est notamment très bizarre. Mais bon, voilà. Un petit délire qui se regarde bien. J'ai regardé ça un soir où je ne savais pas trop quoi faire. Voilà. Ça se regarde bien. Bien, passons à quelque chose de plus sérieux. On finit enfin avec les sorties de avant 2020. Avec donc Garde à vue, réalisé par Claude Miller, qui raconte l'histoire donc de jeunes filles
qui ont été retrouvées mortes et violées. Alors, à un intervalle, enfin, disons que le meurtre n'a pas été commis au même moment sur les deux, et c'est à 2 endroits différents. Mais un inspecteur donc mène une enquête là-dessus, et il pense avoir trouvé le coupable, qui est un avocat. Un notaire. Un notaire, pardon, c'est vrai, tout à fait, un notaire, pardon. Et donc, il va l'interroger, disons, afin d'obtenir la vérité. Et c'est un huis clos, donc, français. Ah oui, oui, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est un vrai huis clos. Et c'est donc... Marie, tu l'as vu. Ça fait plus ou moins référence à un fait divers qui s'était produit à Bruay, en Artois, où donc il y avait eu effectivement un notable qui avait été donc effectivement soupçonné du meurtre de ces petites filles. Sinon, je parle de garde à vue. Bien sûr, je t'en prie. En fait, comme tu disais, donc oui, garde à vue, c'est un huis clos. Pour le coup, oui. Et garde à vue aurait pu être une pièce de théâtre parce que il respecte les 3 unités qui sont l'unité de temps, c'est la nuit de la Saint-Sylvestre, l'unité de lieu, c'est le bureau d'un commissariat, et l'unité d'action, c'est un interrogatoire donc qui n'en finit pas de durer. Donc effectivement l'histoire de départ c'est donc l'assassinat de 2 petites filles et le commissaire, je ne sais plus si c'est commissaires ou inspecteurs, enfin, donc joué par Lino Ventura, l'immense Lino Ventura, qui se retrouve face donc à Michel Serrault. Michel Serrault qui jusque-là était surtout et principalement connu pour ses rôles plus comiques. On se rappellera entre autres de La Cage aux folles, et qui pour le coup est un petit peu dans le... Il fait en gros son Chopantin dans Garde à vue, parce que c'est vrai qu'il a un rôle qui est très dur, parce qu'il va passer... Parce qu'au départ, il le convoque en tant que témoin, pour petit à petit basculer dans le suspect. Oui, c'est vrai. Donc il y a ça. L'inspecteur, donc à un moment donné, quand il le fait passer du statut de témoin à suspect, donc dispose, donc, on va dire entre guillemets, d'un joker qui est donc la fameuse garde à vue, qui peut durer 48 heures. Alors on apprend à faire connaissance avec ce notaire, et on comprend très vite que même si on doute jusqu'à la fin de toute façon de sa culpabilité, on est quand même très... Un coup, on se dit « Ah non, mais ça peut être que lui ». Le coup d'après, c'est dire « Ah ben non, ça peut pas être lui, parce que bon, machin et tout ça ». Parce qu'il est quand même très sombre, et a priori, il a une vie qui serait presque hors norme. Il nous parle de sa vie de couple, avec sa femme, jouée par la sublime Romy Schneider. Et c'est vrai que lorsque... Donc le policier fait venir la femme au commissariat. Elle décrit un portrait de son mari qui est tellement sombre et tellement ambigu qu'on est persuadé que en fait c'est lui, quoi. Jusqu'aux 5 dernières minutes, mais ça on dévoilera pas les 5 dernières minutes qui sont en fait et qui remettent tout en place. Donc je sais pas que dire d'autre, que c'est vraiment un huis clos qui est intense, qui est prenant, parce qu'il y a quand même, à un moment donné, il y a quand même presque un tabassage de... Ouais. Hein, donc, avec le second rôle, d'ailleurs, Guy Marchand, qui est excellent dans le rôle là, j'allais dire, du méchant flic. C'est un peu ça, ouais. Donc, c'est vrai qu'à côté, bon flic, mais enfin, gentil flic, méchant flic, ouais. Oui, parce qu'en fait, Lino Ventura, dans tout le film, ne se départit jamais. Enfin, je veux dire, il devient jamais réellement méchant ou agressif. Il reste toujours à peu près linéaire, quoi. Enfin, il fait un interrogatoire. Oui. Oui, en bonne et due forme. Donc, voilà. Mais bon, mais c'est un film qui est vraiment, vraiment très très bon. C'est un film qui est intense, qui est plein de rebondissements, où il y a des dialogues extraordinaires, des acteurs. Alors là, on en parlera, on en a déjà parlé, et puis franchement, ça vaut vraiment le détour.
Et c'est vrai que Garde à vue, en fait, est bien plus qu'un simple film policier, quoi. Je vais pas très vite, j'ai beaucoup aimé aussi. L'intrigue est passionnante, c'est rempli de rebondissements. Toutes les 5 minutes, on se dit, oui, effectivement, comme tu dis, oui, c'est pas lui, non, c'est lui, mais si, en fait, c'est pas lui, mais non, en fait, c'est lui. Si on le trouve sympathique, et 2 minutes après, il te sort une phrase qui fait qu'il devient... Il y a un truc qui peut basculer à chaque moment, et voilà, donc du coup, c'est extrêmement passionnant. Tout le temps, les enjeux sont renouvelés. Oui, les acteurs sont impériaux, évidemment, je vais pas répéter ce que tu as dit. La mise en scène est extrêmement solide. C'est un huis clos, mais il y a beaucoup aussi de variété dans la mise en scène pour que ça soit jamais ennuyant. C'est ça, ennuyeux. Ennuyeux, je raconte. C'est la fatigue, ça fait longtemps qu'on est. Voilà, donc c'est un huis clos de haute volée, excellent, avec une scène finale extrêmement puissante. Voilà, j'ai pas grand chose à redire, c'est très 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 bien. Il est temps de conclure. Oui. Enfin, conclure. De passer la dernière chronique, enfin la dernière partie de l'émission avec le Ainsi parlait Marie. Avant que tu commences, donc le gage, la condition. Oui, c'était mon défi, oui. Voilà, ton défi, c'était donc de parler d'un film français sorti après 2010 qui avait moins de 20 000 notes sur Sens Critique et que tu as aimé. En sachant que, donc du coup l'idée c'était de prendre un film, parce que disons que le cinéma français récent, oui, je suis pas fan. Voilà, te plaît très très peu. Je suis même critique négative. Voilà, tu détestes 3/4 des acteurs français actuels, disons, on va dire. Mais bien que, et on y reviendra parce que peut-être que je prendrai un jour ça aussi, bien que sous ton émulsion, on va dire, il m'arrive parfois de regarder certains films français. Et j'ai beaucoup aimé La sortie de l'école. Lors de la sortie. Ou lors de la sortie, ah oui, donc. C'est génial, c'est avec Laurent Lafitte. Oui. Avec Laurent Lafitte. Génial. J'ai découvert ou redécouvert donc François Civil, que j'ai adoré dans Burnout et dans le Chant du Loup. Et je suis pas loin de devenir une inconditionnelle de Pierre Ninet. Pourtant, c'était pas gagné à la base. Non, c'était pas gagné à la base, que j'ai découvert dans Sauver et Périr, où j'ai trouvé que là, pour le coup, c'était un acteur, alors que ce que je lui reprochais souvent dans pas mal de ses films, c'est d'en faire trop. Et là, pour le coup, il est juste sobre, il est juste dans son personnage. Un personnage très sensible, très meurtri, mais où il est franchement donc génial. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un défi, parce que c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de films français, en tout cas pas apprécié beaucoup de films français. C'est tout ça, voilà. Et donc, il y a quoi, 3 ans, puisqu'il est sorti en 2017, tu m'as proposé d'aller voir un film. La rue des Notes, c'est où? Tu vas pas me faire un dessin, hein. Montre-moi avec des gestes simples, là, comme une hôtesse de l'air. C'est quoi le truc? Tu parles pas, ça? Dans quelques mois, c'est l'oral du bac. Je m'en fiche, si tu veux, quand tu parles. Ok. Le courant t'emporte. J'ai beau te serrer fort. La vie s'acharne encore. Nos corps qui se balancent. Peut-être tu peux m'apprendre un peu, tu vois, à mettre des lettres ensemble, pour faire des mots ou des mots en entier. Tu peux garder le secret? Sous les étoiles. Des fois, tu vois, des fois j'ai envie. J'ai envie de dire quelque chose. Quand il y a quelqu'un qui t'impressionne, il faut que tu l'imagines à poil. Mes mains se perdent. Ton souffle tiède. C'est informel. La scène. Je les ai vus tes poèmes. C'est très très beau, Lila. Très 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 beau. Puis alors après, vous allez passer Normal Sup, Hippocagne, Carré. Quelle lettre? Bah je sais pas moi, c'est pas moi qui ai inventé les lettres. C'est ça ma vie, je retourne à l'école à 30 piges. C'est mon amoureux papa. C'est grâce à lui que je parle. Alors tu devrais l'adorer, l'adorer, Maman! Qu'est-ce que tu fais avec un gars comme moi? J'ai rien à t'apporter, putain de merde! Le premier film de Sarah Forestier. Actrice également. Tout à fait, actrice et réalisatrice. Et qui, pour le coup, c'est pour ça aussi que j'ai souhaité décaler notre prise d'antenne, on va dire entre guillemets, aujourd'hui plutôt qu'hier. C'est parce que Sarah Forestier est née le 4 octobre. Ah. Donc, joyeux anniversaire, Sarah. Parce qu'effectivement, on est 4 octobre aujourd'hui. Voilà. Alors, on vous parle. Voilà, tout à fait. Et je trouvais que pour le coup, c'était sympa.
Si jamais tu écoutes cette vidéo. Voilà. Évidemment. Il y a peut-être pas beaucoup de chance, mais c'est pas grave. Ouais, faut y croire, on y croit. Oui, on y croit. Donc voilà. Et le film, donc, c'est M, qui est un film qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu. Parce que j'ai aimé tout ce côté sensible, sincère. Juste, je donne un tout petit, je fais un petit pitch sur l'histoire du film. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnes, et c'est deux êtres que la vie n'a pas épargnés. Donc d'un côté, il y a Lila, qui est bègue, qui est totalement introvertie, et qui préfère largement l'écriture à la parole, parce qu'elle est quand même très moquée par les autres élèves, puisqu'elle est en terminale, et elle excelle en français et en poésie, donc tout le côté écrit. Et un jour, elle rencontre Mo. Alors donc, Lila, c'est Sarah Forestier, et Mo, c'est donc Redouane Arjan. Parfait, très bien. Voilà, je me suis entraînée à dire son nom, parce que c'est vrai que c'était compliqué. Qui alors lui est, je veux dire, presque tout le contraire, tout l'opposé de Lila, parce qu'il est beau, il est charismatique, il comment dire, il vit en marge de la société, parce que d'abord il vit dans un bus, sur un parking, et en plus il participe à des courses et il gagne sa vie, donc en fait en faisant des courses clandestines. Donc c'est vraiment un univers, c'est des univers qui sont complètement différents, mais lui aussi il porte un lourd secret, et lui aussi est entre guillemets handicapé dans sa vie, parce que autant elle est bègue, lui il est analphabète, c'est-à-dire qu'il ne sait pas lire du tout. Elle vit avec son père, qui a depuis longtemps donc abandonné l'éducation de ses filles, puisqu'elle a une petite sœur dont c'est elle qui s'occupe. Et lui, en fait, il ne vit qu'avec sa mère, et à qui il reproche bien sûr tout, et entre autres donc son handicap. Il lui reproche donc sa vie plus ou moins en marge de la société, quoi. Mais en fait, ce que je trouve formidable dans ce film, c'est que à la fois ils sont tellement différents, et à la fois ils ont tellement en commun. Et il y avait une jolie phrase, j'ai trouvé une phrase superbe qui résumait bien, qui dit « Les opposés s'attirent comme des aimants, devenant des amants, et s'aimant comme des enfants ». Et j'avais trouvé cette phrase très très jolie, parce que je trouvais que ça correspondait bien. Donc petit à petit, ils vont s'apprivoiser. C'est la petite sœur de Lila qui va lui apprendre à lire. Alors il y a des scènes qui sont plutôt drôles, parce qu'entre autres la scène du restaurant, mais enfin bon, ça après à vous de voir au niveau du film. Et donc petit à petit, il s'apprivoise. Elle prend de plus en plus d'assurance, parce que lui, il la regarde avec tellement d'amour, parce que du coup, comme elle n'a pas le langage, puisque voilà, elle a du mal à s'exprimer, donc elle fait tout passer à travers d'autres sens que la parole. Elle fait passer tout à travers la vue, l'odorat, le goûter. Par exemple, quand elle lui fait des déclarations, alors au début elle lui fait des déclarations, elle écrit tout, puisqu'elle n'arrive pas à le dire, elle écrit tout sur son corps. Le problème, c'est que ben, comme lui il ne sait pas lire, donc il ne sait pas décoder. C'est une magnifique histoire, et c'est vrai que c'est un film qui est un peu, alors certains diraient que c'est un peu un film social à la Ken Loach, mais si, parce que donc ça traite quand même donc j'ai vu Ken Loach, je peux pas juger, mais voilà, ça traite de marginalité, d'illettrisme, de bégaiement, de résilience, d'amour, de famille. Donc c'est vrai que c'est un petit peu une sorte de fable sociale. Et c'est vrai aussi que Sarah Forestier donc a mis 7 ans à peu près à écrire ce film, en tout cas à écrire le scénario et les dialogues. Et en fait dans ce film, j'en terminerai avec ça, puis après je vous parlerai donc 2 minutes de Redouane Arjan et de Sarah Forestier. C'est un film en fait où on se dit que la morale dit que la clé de l'émancipation, elle réside dans l'apprentissage du M
comme la lettre, et du M comme le sentiment. Donc voilà, en tout cas moi c'est un film que je trouve magnifique, qui est sincère, qui est... Alors bien sûr c'est son premier film, donc il y a plein de petits trucs qu'il faudrait ajuster, mais en tout cas, s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever à ce film, c'est sa sincérité. Sarah Forestier, donc comme je disais, donc, voilà, elle est née donc, le 4 octobre 86 à Copenhague, et elle a été révélée donc, en 2004 dans L'Esquive, donc voilà, tout à fait, de Keshish, et ce film-là lui vaut le César du meilleur espoir féminin. Et puis, elle fait des films, plus elle fait des films, plus elle fait des films, et en 2010, donc 2004-2010, donc elle décroche le César de la meilleure actrice pour Le nom des gens, de Michel Leclerc. Elle a joué récemment aussi dans un film qu'on avait vu ensemble et que moi personnellement... Ah non, peut-être pas. Donc moi j'ai vu toute seule, qui est Roubaix Ville Lumière. Non, si, j'ai vu ça. Enfin, je l'ai vu, on l'a pas vu ensemble. Voilà, mais voilà, qu'elle est dedans aussi. Ouais. Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est une jeune actrice, parce que bon, malgré tout, elle est très jeune, qui a encore plein de promesses devant elle, et en tout cas, au niveau de la réalisation, franchement, je trouve que pour un premier essai, c'était plutôt un coup de maître. Quant à Redouane Arjan, donc c'est un ancien... Alors lui, il est assez récent dans le cinéma, on va dire, parce qu'auparavant, c'était un one-man show. Enfin, je crois qu'il continue encore à en faire. Hein. Enfin, il faisait des one-man shows, ouais, c'est ça. Et qui a été plus ou moins, j'allais dire, consacré parce qu'il a été découvert par Jamel Debbouze. Et il était dans le Jamel Comedy Club. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il a été découvert. Donc voilà. En tout cas, c'est un film magnifique. Tellement tendre et qui vous... en fait, ça vous réconcilie les hommes, les femmes, les grands parleurs, les timides. C'est un film à voir, vraiment. Voilà. Je vais faire très vite, parce que vraiment l'émission est beaucoup trop longue. Oui, effectivement, ce qui crée tout de suite avec ce film, c'est la sincérité du projet. Ça, c'est indéniable. Mais vraiment, chaque seconde de long métrage, je sens que ça a été fait avec une sincérité énorme. Et ça, pour le coup, effectivement, c'est notre crédit du film. Oui, c'est vrai que moi j'avais bien aimé. Pour le coup, moins que toi, curieusement. J'ai bien aimé le film, hein, mais voilà, c'est comme tu disais, effectivement, il y avait quelques petites maladresses de premier film, mais effectivement, c'est un premier film, il faut quand même pas l'oublier, et malgré tout, c'était quand même très réussi, et il y avait vraiment de très belles scènes, de très belles choses, et ça jouait très bien. Même aussi une mise en scène qui était plutôt solide. Je voudrais aussi rajouter un mot sur la musique du film qui a été composé par le regretté Christophe. Ce qui est assez génial, c'est que en fait, elle fait vraiment partie prenante de la narration du film, parce que du coup, donc déjà au début, il n'y a pas de musique. Et justement, en fait, il y en a un peu plus au fur et à mesure du film, où justement, quand il y a Lila qui va commencer un petit peu à parler, quand aussi le personnage de Mo va commencer aussi à avoir un peu plus de vocabulaire, je dirais. Voilà, donc c'est une montée progressive. Et c'est vraiment super intéressant, quoi. Il y a vraiment une volonté que la musique extradigétique passe en intradigétique, presque métaphoriquement. Donc il y a un très bon travail aussi là-dessus qui est subtil et en même temps très intelligent. Parfait, merci beaucoup Marc, c'était génial. Merci beaucoup. C'était beaucoup trop long, merci de nous avoir suivis encore une fois. Ça va être encore un bonheur le montage à faire. C'était encore trop long, c'est pour ça que c'est une bonne idée, je pense, de vraiment couper ça en deux, de faire que ce soit bimensuel, parce que là vraiment, on voulait faire plus court, ça a été encore plus long. Donc merci de nous avoir suivis jusque-là. Allez voir des films, allez en salle. Oui. Et on se retrouve le mois prochain, du coup, moi et vous, on se retrouve dans 2 semaines, à peu près. Et nous deux, et vous... On se retrouve le mois prochain. Pardon, tu me disais quelque chose? Oui, donc simplement, moi, je reviens sur ton idée parce qu'elle était très bien et très intéressante. Donc, nous sommes bien d'accord que pour le mois prochain, je t'impose un film. Oui. Enfin, un film, ou tout au moins une catégorie. Non, tu peux m'imposer un film directement. Moi, Voilà. Donc peut-être que l'Ainsi par les maris va être un peu mis en pause, et effectivement, peut-être qu'on va... Voilà. Et inversement. C'est-à-dire que tu m'imposes un film aussi. On va voir ça peut être drôle. Ça peut être drôle. On verra ça pour le numéro du mois
d'octobre, donc qui sera tourné début novembre. Voilà. Merci Marie encore une fois, merci à vous d'avoir écouté. C'était avec plaisir. Excellente journée, soirée, et à la prochaine. Prenez soin de vous, à la prochaine. J'ai déjà dit à la prochaine. Salut.